Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Et d'abord, l'adoption du traité budgétaire européen, salué par François Hollande, qui se félicite d'une gauche réunie à l'Assemblée nationale. Les voix de la droite n'ont pas été nécessaires pour faire passer le texte, mais ça ne sera pas le cas au Sénat cette semaine. Le plan du chef de l'État pour l'éducation et contre l'échec scolaire. Retour à la semaine de 4 jours et demi. Fin du redoublement et des notes qui sanctionnent. Le débat du 19 h tout à l'heure entre la socialiste Françoise Cartron et l'UMP François Grosdidier. OGM, amiante, bisphénol, des dangers souvent dénoncés par ceux que l'on appelle désormais les lanceurs d'alerte. Scientifiques, experts ou simplement citoyens, les écologistes du Sénat veulent les protéger, mais la Commission du développement durable ne suit pas. Roland Dantec s'expliquera au cours de cette édition, puisqu'il est également notre invité ce soir. Une majorité de gauche, donc, en faveur du traité européen. Les efforts de persuasion auprès des récalcitrants PS ont payé à l'Assemblée nationale, même si 20 députés, socialistes ou apparentés, ont voté contre. Satisfaction exprimée aussitôt par François Hollande. Il se félicite que les voix de droite n'ont pas été nécessaires. Jean-Marc Ayrault dit la même chose et se réjouit de l'étape franchie. Le Premier ministre dit sa confiance désormais dans le vote du Sénat, mais là, on le sait, le Parti socialiste n'y a pas la majorité seule. La réaction, il y a quelques instants, de Didier Guillaume, le vice-président socialiste du Sénat, que vient de rencontrer Nathalie Guillouard. Au Sénat, la majorité n'est que de 5 sièges, que déjà le groupe CRC a annoncé qu'il ne le voterait pas, que d'autres non plus. Donc les socialistes le voteront à l'unanimité ou la quasi-unanimité, mais évidemment, le texte ne passera pas au Sénat avec l'ensemble des voix de gauche. Mais ce n'est pas une surprise, nous le savons. Voilà, donc le rappel du vote qui se produira au Sénat sur ce texte âprement débattu sur le traité budgétaire. Invité tout à l'heure à 18 h sur notre antenne de Preuve par 3, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, a dénoncé, lui, une hypocrisie. La vérité, c'est que François Hollande, dans la catégorie des impostures dont je parlais tout à l'heure, a quand même fait campagne pendant 6 mois en disant « si vous m'élisez président de la République, il n'y aura pas de traité européen ». Parce que je renégocierai celui qui a été décidé entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et l'ensemble de nos partenaires européens. Bon, il est élu, on a perdu 4 mois, et puis on revient au traité initial. Voilà, donc c'est une de ces impostures supplémentaires que l'on peut mettre à la liste de la campagne électorale de François Hollande. Ce qui d'ailleurs est assez amusant, c'est que tout le monde tombe sur les Verts qui veulent pas le voter, les communistes qui veulent pas voter, mais je veux quand même rappeler qu'eux, ils sont cohérents avec les engagements de François Hollande, quoi. C'est lui qui ne l'est pas. Jean-François Copé, qui par ailleurs a rejeté l'ensemble du projet pour l'école dévoilé aujourd'hui par le chef de l'État. François Hollande s'est donc exprimé à la Sorbonne où il est revenu. Il était déjà là vendredi pour un discours sur la décentralisation. Aujourd'hui, il s'agissait donc de la nouvelle étape de la refondation de l'école avec notamment la réforme des rythmes scolaires. Christophe Garnier. Un mercredi matin de nouveau travaillé pour les écoliers dès la rentrée 2013. C'est l'une des propositions de François Hollande ce matin à la Sorbonne. Le chef de l'État juge la journée de classe trop lourde et l'année scolaire trop dense. Retour donc à la semaine de 4 jours et demi. Cette réforme de la semaine de 4 jours et demi doit pouvoir être engagée, je dis bien engagée, dès la rentrée 2013. Le rapport remis ce matin au président critique aussi l'utilisation des notes et le trop grand nombre de redoublements. Il défend un système moins punitif. Autre nouveauté, la fin des devoirs à la maison. L'objectif est de permettre aux enfants de faire autant qu'il sera possible leur travail personnel sur le temps d'accueil de l'école. Dans les zones en difficulté, les enfants de maternelle devront être scolarisés dès l'âge de 3 ans. Le gouvernement maintient aussi son objectif de créer 10 000 postes d'enseignants par an et celui de rétablir une formation initiale pour les professeurs. Plus polémique, le retour de la morale à l'école continue d'être envisagé. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les projets de Lionel Jospin et de sa commission pour rénover la vie politique. L'ancien Premier ministre en effet exposé à la presse les pistes envisagées et bien sûr la question du cumul occupe une bonne place. Marie Brémaud. Lionel Jospin a voulu garder une part de mystère sur les propositions finales de la commission de rénovation et de déontologie. Mais une chose semble aujourd'hui certaine, l'étau se resserre autour des parlementaires. La commission préconise une limitation étroite du cumul des mandats. Nous n'envisageons pas a priori d'opérer des distinctions entre les députés et les sénateurs.
Pas d'exception pour la Haute Assemblée alors que de nombreux sénateurs la demandent, y compris à gauche. Les membres de la commission s'attaquent également au système de parrainage en vigueur pour les candidats à l'élection présidentielle, même si pour l'heure, rien n'est encore tranché. L'option d'un parrainage citoyen est sur la table. Mais il peut y avoir aussi une option, on va dire, mixte, dans laquelle les partis politiques jouent un rôle plus grand. Autre chantier, la modification des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Notamment pour favoriser l'expression de la diversité des courants politiques et la parité. Reste à savoir si ces propositions auront par la suite des répercussions concrètes dans la vie politique française. Les recommandations il y a quelques années de la commission Balladur sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions sont restées lettres mortes. Et sur cette question âprement débattue, on sait au sein des sénateurs socialistes la réaction de François Patriat, élu donc du Parti socialiste et par ailleurs président de la région Bourgogne. Il aborde ce sujet devant Camilla Campusano. Cette application brutale aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, risque de créer à la fois des tensions dans les assemblées. D'abord au Sénat, où bien entendu cette proposition aujourd'hui suscite déjà des remous très vifs, à droite comme à gauche, mais à gauche surtout, où elle risque de mettre à mal la majorité sénatoriale. Mais aussi elle risque de créer des déconvenus dans le futur, au moment où la gauche aura à affronter des échéances difficiles. Signe de la fragilité de la majorité de gauche au Sénat, dont on parlait à l'instant, et puis précédemment sur le traité budgétaire, l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires a été repoussée par un vote du Sénat, repoussée à juillet 2015, contre l'avis du gouvernement. Nous en parlerons dans un instant, notamment avec notre invité, le sénateur écologiste Ronan Dantec. Des dizaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la CGT, première manifestation dans les plus grandes villes de France du quinquennat pour l'emploi et l'industrie. Une alerte à l'égard des pouvoirs publics et du patronat, fait valoir Bernard Thibault. Elle est en direction du patronat pour dire qu'il faut que ça change dans la gestion des entreprises. Il faut aussi qu'ils changent de comportement sur le terrain des négociations. Nous n'accepterons pas plus de flexibilité, soi-disant pour lutter contre le chômage. Nous refusons d'admettre l'idée selon laquelle nous serions trop payés, ce qui expliquerait, par le coût du travail trop élevé, le niveau du chômage, mais aussi une manifestation en direction des parlementaires, du gouvernement, pour que sur le terrain du droit, les choses évoluent. Leader de la CGT en tête du cortège parisien aujourd'hui. Le prix Nobel de physique pour le français Serge Haroche, un explorateur de l'étrange monde quantique, ce spécialiste aux qualités humaines reconnues, est co-lauréat avec un Américain. Les invités du 19h tout de suite pour débattre donc de la refondation de l'école pour lutter contre l'échec scolaire. François Hollande a donc détaillé ses projets de mesures alors qu'il va y avoir encore pas mal de concertations et notamment ces mesures viennent compléter pour le chef de l'État l'annonce de nombreux recrutements prévus au cours du quinquennat, vous le savez. Avec nous donc Françoise Cartron, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de la Gironde et rapporteur du projet de loi de finances de l'enseignement. Avec nous également François Grosdidier, bonsoir, sénateur UMP de la Moselle. Alors la mesure, d'abord à l'un et à l'autre, qui vous apparaît peut-être comme la plus forte, la plus à même de lutter contre l'échec en primaire, madame? C'est d'abord redonner la priorité aux primaires, parce que depuis des années, c'est vrai, les efforts ont porté plutôt sur le lycée. Donc là, aujourd'hui, on a compris que l'échec scolaire s'inscrivait et se nourrissait dès l'école primaire. La mesure, pour vous, qui peut vous sembler la plus forte? La mesure, pour moi, c'est de mettre dans une classe pour permettre d'aider, en particulier au niveau du CP, d'aider dès les premiers signes de décrochage par rapport à l'apprentissage de la lecture, l'enfant qui se trouve en difficulté. Donc, un renforcement de l'encadrement éducatif. Tout à fait, parce que dans certains secteurs, bien sûr, parce qu'on le voit bien, cela passe par un enseignement personnalisé, prendre en charge l'enfant au plus près, dans ses difficultés, sa diversité, et à mon avis, on pourra là inverser la tendance. Dans un secteur géographique? Oui, ces écoles aussi qui ont été pointées, vous savez, qui ne bénéficient plus du tout de mixité sociale, qui ont un petit peu l'étiquette de ghettoisé, dont je crois, et c'est ce qu'a dit le président de la République, il faut mettre le paquet, entre guillemets, sur ces écoles-là et ces sites-là. François Grosdidier, l'UMP a critiqué, sans faire le détail, toutes les mesures du chef de l'État. Est-ce qu'il y en a certaines ou une qui trouve grâce à vos yeux? Oui, notamment
d'écourter la journée de l'élève, même si ça pose beaucoup de problèmes, et que le choix du mercredi, qui arrange plutôt les enseignants, les parents, l'industrie du tourisme, n'est pas forcément le meilleur choix pour l'enfant, si on a le temps pour en reparler. Mais c'est important, oui, parce qu'a priori, on s'oriente vers une demi-journée supplémentaire le mercredi matin. Je crois que parler de refondation, tout de même, c'est un peu présomptueux. Et je crois que sur l'enfant, notamment en primaire, c'est d'abord les journées trop lourdes qui l'affectaient. Les moyens renforcés par rapport au droit commun, ils existent tout de même dans les ZEP, mais c'est vrai que toutes les politiques qui ont été menées sous tous les gouvernements n'ont jamais abouti à la mixité sociale dans les écoles. Et d'ailleurs, il y a une contradiction entre la carte scolaire et la mixité sociale. Et en même temps, quand on essaie d'assouplir la carte scolaire, on s'aperçoit qu'on renforce encore ces discriminations. Donc voilà, mais pour l'instant, mais il n'y a pas plus de solutions là-dessus aujourd'hui qu'hier sur la mixité sociale. Oui, c'est-à-dire qu'il faudra revoir des secteurs plus larges. Aujourd'hui, les secteurs scolaires sont trop limités à un type d'habitat. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes dans des quartiers très densifiés... Mais là, c'est la commune, le secteur scolaire. Et en fait, ça tient... Tant qu'on a des quartiers, je veux dire, monotypes, on a des écoles qui sont monotypes parce que les parents eux-mêmes souhaitent scolariser les enfants dans l'école de proximité. Oui, non, mais le problème, il ne se pose pas en primaire. Parce qu'en primaire, il y a quand même moins de difficultés et moins de dérogations. Le problème, il se pose au collège, on l'a bien vu. Et c'est là que les départements vont avoir un rôle extrêmement important. Vous n'avez pas un collège dans chaque ville, donc vous pouvez, avec des secteurs beaucoup plus élargis, en prenant le modèle de ce qui s'est fait sur Paris par rapport à la sectorisation élargie des lycées, vous pouvez introduire de la mixité. Mais alors je reviens au retour à la semaine ou de la semaine de 4 jours et demi. Les collectivités locales vont là aussi devoir payer. Elles vont devoir s'impliquer. Ça, c'est clair. Financièrement. Ça, c'est clair. Eh bien, oui. Et Jean-François Copé nous disait tout à l'heure sur l'antenne que c'est une réforme donc qu'on n'a pas les moyens de financer, qui ne pourra pas voir le jour, puisqu'on sait que les collectivités locales ont des problèmes de financement, comme l'État. Oui, mais je crois pas. Le ministre a bien dit qu'il y a des problèmes de richesse de communes. Il y a des communes riches et des communes pauvres. Donc le ministre a bien dit que cette réforme ne pourrait se faire que s'il y a une véritable péréquation financière. Donc il faudra donner les moyens. Ce sont les frais notamment, il faut être précis. Ce sont les frais de ramassage scolaire. L'État ne peut pas augmenter les charges sur les communes en expliquant en fait qui va le payer aux communes les plus pauvres en prenant à d'autres communes qui voient également aujourd'hui une diminution globale. Le problème est même, le président de la République l'a dit aux États généraux de la démocratie locale, qu'il ne fallait pas espérer d'augmentation et même qu'on serait plutôt en diminution sur les dotations de l'État aux collectivités locales, alors que jusqu'à présent on n'avait eu que cristallisation. Donc on gère une diminution des recettes et en même temps on va en voir une augmentation des charges. Parce que la journée écourtée, j'y suis favorable. Quelle charge supplémentaire mais parce que les parents ont des exigences parfaitement légitimes et croissantes de garde des enfants, souvent dès 7 h du matin dans nos communes, et parfois jusqu'à 18 ou 19 h. Alors il y a la garde, il y a la cantine. Et plus vous écourtez la journée scolaire, vous augmentez la plage périscolaire. Mais je crois qu'on ne peut pas... Là, il y a, je veux dire, un petit peu une ambiguïté, parce qu'on dit en préambule, tout le monde est d'accord, la journée est trop longue, il faut la raccourcir. À partir du moment où on la raccourcit en termes d'enseignement scolaire, bien sûr, oui, donc on ne peut pas avoir le double discours. Mais je n'ai pas le double discours, c'est une question de moyens, mais on ne peut pas diminuer. L'État augmente les moyens de l'éducation nationale pour des journées plus courtes. Oui, et en même temps, l'État diminue les moyens des collectivités pour gérer des plages horaires plus grandes. Donc forcément, ça se répercutera sur la fiscalité. D'autres éléments importants. D'autres choix, parce que je pense aussi que dans les communes, il y a peut-être, aujourd'hui, on est bien confronté à faire des choix, des dépenses qui peut-être pouvaient aller dans des périodes de grande prospérité. Les communes n'ont pas de gras aujourd'hui. Président des maires de mon département, moi je le répète, les communes n'ont pas de gras. On a aujourd'hui les caisses d'allocation familiale qui réduisent leur engagement sur le périscolaire. Donc partout, y compris sur les programmes périscolaires actuels, on gère une diminution de nos recettes extérieures. Si on pense que l'école est la priorité, si on pense que l'échec scolaire est intolérable, si on pense qu'il faut changer les choses en profondeur,
on ne peut pas rester spectateur. Mais Donc seulement voilà. à chacun d'assumer Après, ses choix. L'éducation nationale on est tous concernés l'État par l'école et augmente les le enfants. budget de l'éducation nationale et baisse les dotations aux collectivités. Donc il assure, lui, effectivement, sa politique, mais en même temps retire aux communes le moyen d'assumer les dépenses nouvelles que va générer. C'est une affaire de choix. Voilà. Bon. voilà. Alors il y a d'autres éléments importants dans le discours du chef de l'État. Oui. Par exemple, les notes. Oui. Vous avez été enseignante. Hein. Oui. Ne plus infliger des zéros, par exemple, ou des bien notes sûr. punitives. Mais bien sûr. C'est traumatisant à ce point? Ça peut être un coup de fouet, peut-être, pour certains élèves aussi. Du tout. Vous le savez, un enfant qui accumule les zéros, eh bien, il s'installe dans l'échec et un peu la passivité. Moi, je pense, c'est pas que je ne crois pas et si ça à l'existence. correspond au niveau, hélas, de l'élève. Mais le but, c'est de le faire progresser. Comment je veux dire, un enseignant ne peut que se poser une question. Si toute l'année, il met 0, mettons, à la dictée de l'enfant, il faut se poser la question de à quoi ça sert son enseignement. Donc, la qualité de son enseignement. Voilà. Donc moi, je pense. À la place de 0, mais il ne faut pas mettre 10. Il faut Attendez. totalement changer. C'est-à-dire, vous devez acquérir des notions. C'est-à-dire, écoutons. soit vous apprenez le pluriel des mots et le pluriel des verbes. Eh bien, vous faites une vérification avec l'enfant. Est-ce qu'il a acquis cette notion ou est-ce qu'il n'a pas acquise? Et voilà, donc vous avez vert s'il l'a acquis. C'est ce qui se fait en Finlande. Et tant qu'il ne l'a pas acquis, vous revenez sur le métier. On ne juge pas le niveau, mais simplement la progression. Parce qu'aujourd'hui, dans l'école, les enfants ne sont pas jugés par rapport à eux-mêmes et à la progression qu'ils peuvent faire, mais par rapport à une espèce de course où on les classe en permanence. Et c'est très bien pour les premiers. Bien sûr que les premiers, ils sont très bien stimulés, mais ceux qui sont toujours avec les mauvaises notes, et bien, au bout d'un moment, ils disent à quoi ça sert que je fasse des efforts. Je crois d'abord que ça fait longtemps qu'il n'y a plus le classement et donc cette mise en compétition. En revanche, la notation telle qu'elle existe permet de savoir exactement où on en est. Et je crois que c'est jamais en cassant, je veux dire, un thermomètre quand je le mal, et c'est jamais en se dissimulant une réalité qu'on arrive à la corriger. Donc la notation sans classement ne me paraît pas stigmatisante, et je crois au contraire qu'il faut que les enfants, comme les parents, aient des indications extrêmement claires sur le niveau de l'enfant. Ce que je conteste, et je crois on pourrait aussi, et autant par exemple je soutiens, contrairement à d'autres, même à l'UMP, la proposition de retour de la morale laïque à l'école au risque de ne pas être réactionnaire, mais je crois qu'on a besoin justement de références très claires. Et je suis comme vous, moi j'ai les 2/3 de ma vie dans zone d'éducation prioritaire, 70% de logements sociaux, je fais du périscolaire, des programmes de rééducatif, de l'accompagnement individualisé. On ne pourra pas dans le détail, on connaît tout ça, mais je crois que pour autant, justement, quand on a la vérité sur le niveau de l'enfant, c'est ce qui permet les mesures les plus appropriées pour le faire remonter. Moi, je vais prendre l'exemple concret. Vous faites une dictée, vous lui faites faire une dictée de 150 mots, il a 5 fautes, il a 0. Il a 145 mots de juste et il a 0. Donc, comment voulez-vous que ça soit valorisant pour l'enfant? Ce qu'il faut, c'est travailler avec lui ce qu'il n'a pas compris, les pluriels, les participes passés, les verbes. Le système de notation ne l'interdit pas. Mais le système de notation Bon, fige encore une petite chose, inutilement. une chose qui tient à cœur aux sénateurs. D'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur la scolarisation dès l'âge de 3 ans, donc la rendre possible dans tous les quartiers difficiles, notamment dès la prochaine rentrée. En zone d'éducation prioritaire, je suis désolé, la règle générale... Là, on réinvente, c'est-à-dire que parle de refondation. La zone d'éducation prioritaire, c'est à 2 ans, le reste, c'est... Alors, expliquez-moi. On vient de le rappeler pour Marseille, par exemple, les quartiers nord. Expliquez-moi. Parfois, les écoles n'ont pas les infrastructures pour le faire. Non, moi, je vais vous donner le chiffre. En Seine-Saint-Denis, 0,8% des enfants de 2-3 ans sont scolarisés. Voilà. Alors, ils ne le sont pas. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est permise. C'est tout. Parce qu'elle est obligatoire qu'au primaire. C'est l'ambiguïté. C'est pour ça que j'avais déposé une proposition de loi pour rendre l'école obligatoire à 3 ans et entre 2-3 ans pour les quartiers prioritaires, parce que, comme l'a dit le chef de l'État, c'est l'apprentissage de la langue qui se passe là. Et si on ne possède pas la langue, on ne peut pas apprendre à lire. Écoutez la question du nouvelobs.com aujourd'hui. Êtes-vous favorable à la semaine de 4 jours et demi? Alors vous avez répondu oui à hauteur de 60%. Non à 35%. Merci à tous les deux d'avoir réagi donc à ce discours à la Sorbonne du chef de l'État. Maintenant, on va parler de ceux qui ont souvent connu
L'heure de gloire médiatique, Irène Frachon par exemple, tout le monde la connaît maintenant, cette pneumologue a levé le scandale du Mediator, le professeur Seralini qui lui a dénoncé tout à fait récemment le danger des OGM, tout en étant depuis d'ailleurs fortement contesté pour sa méthode par d'autres scientifiques. Les lanceurs d'alerte, c'est ainsi qu'on les appelle, doivent-ils bénéficier d'une reconnaissance officielle? Eh bien c'est l'objet de la proposition de loi aujourd'hui du groupe écologiste au Sénat qui n'a pas été suivie en commission. Cécile Sixou. Elle a été intimidée, pourtant Irène Frachon a eu le courage de parler des dangers du Mediator. Comme elle, ceux que l'on appelle les lanceurs d'alerte dénoncent les risques sanitaires liés à l'activité de leur entreprise, souvent à l'encontre de leurs propres intérêts. Ça peut être des procès en diffamation, c'était le cas par exemple de Pierre Ménétron sur le sel, ou des licenciements, ou des mises au placard, c'est très divers et c'est pernicieux. Protéger ces donneurs d'alerte, c'est bien l'objectif du projet de loi présenté par les sénateurs écologistes. Si jamais un donneur d'alerte, salarié, chercheur, etc., était pénalisé par sa hiérarchie parce qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, alors il pourrait avoir recours à notre instance spécifique, la haute autorité, pour être en quelque sorte protégé. Concrètement, le projet prévoit de créer dans chaque entreprise de plus de 11 salariés une cellule d'alerte vers laquelle ils pourront se tourner de manière anonyme s'ils estiment que l'activité de leur entreprise présente un danger pour l'environnement. Ensuite, à charge pour la cellule d'alerte d'aller communiquer cette alerte auprès de la haute autorité qui, elle, va diligenter les agences, les experts, tout ce qu'il faut pour étudier la recevabilité, enfin la réalité de l'alerte. La haute autorité pourra ensuite demander de nouvelles expertises, une proposition qui suscite déjà des réticences. Si cette autorité est créée, elle viendrait s'ajouter au millefeuille des agences déjà existantes. Moi, je ne crois pas qu'il faille créer un machin de plus, une agence de plus, qui servira à peu près à rien. Il y a 40 personnes qui sont annoncées, plus la création de cellules dans chaque entreprise de plus de 11 salariés. On croit quand même rêver. Le texte sera examiné en séance le 15 octobre prochain. Il y a à faire évoluer. Voilà, et avec nous Ronan Dantec, donc bonsoir, sénateur vert de Loire-Atlantique. Alors ces lanceurs d'alerte sont souvent solitaires au départ. Quels sont ceux, par exemple, vous, qui ont pu vous inspirer? Prenons les prothèses mammaires PIP. Il y a des gens dans l'entreprise qui savaient. Ils n'avaient pas de statut de protection, ils n'ont pas lancé l'alerte. Voilà très clairement un exemple précis de la nécessité aujourd'hui d'avoir un statut de lanceur d'alerte, notamment dans les entreprises. C'est le sens de la proposition de loi. Pour les protéger de qui et de quoi? De les protéger des intimidations, de les protéger du fait qu'une fois qu'ils ont lancé l'alerte, évidemment, leur carrière dans l'entreprise est pour le moins plus difficile, compromise. Comme les délégués syndicaux, il s'agit pas de réinventer la poudre dans cette proposition de loi qui est extrêmement simple. Il s'agit généralement d'élargir ce qui existe, mais qui n'a pas été élargi à l'ensemble du champ de la santé et de l'environnement. On s'appuie par exemple sur le statut de lanceur d'alerte qui existe aujourd'hui pour le médicament, qui est une conséquence évidemment du scandale du Mediator et de la loi qui a suivi, qui prévoit très clairement un statut de lanceur d'alerte, mais que pour le médicament. Donc aujourd'hui, notre proposition, pour les salariés dans ces entreprises, aujourd'hui, il s'agit simplement d'élargir le champ à partir d'une loi déjà travaillée. Mais vous leur donnez le bon Dieu sans confession à ces lanceurs d'alerte? Non, absolument pas. Et la création d'une haute autorité, c'est aussi la possibilité de créer dans ce pays une chaîne de confidentialité qui n'existe pas. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte, il n'a qu'une solution, ce sont les médias. Oui. Si ça marche, si les médias prennent, on peut faire éclater effectivement un scandale et mettre la question sur la place publique, mais sinon, ça n'existe pas. La confidentialité protégerait aussi les entreprises. Il s'agit d'une loi équilibrée qui permet de pacifier la question du risque et de l'alerte dans notre société, à la fois protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi de protéger les entreprises. Là, vous me faites penser, bien sûr, à une affaire toute récente où le tam-tam médiatique a joué à plein. C'est l'alerte lancée par le lanceur, le professeur Seralini, avec ses souris boursouflées par les tumeurs après une alimentation aux OGM. Mais on s'aperçoit que ces travaux scientifiques ont été contestés très vite par d'autres experts également. Alors, est-ce que vous voulez aussi protéger certains scientifiques contre eux-mêmes ? Moi, je crois qu'on a aujourd'hui des agences en France. Oui, il existe beaucoup d'agences. Comme l'ANSES. L'ANSES, par exemple, qui dit sur le bisphénol, il faut le retirer sans tarder. Sans tarder, c'est notre agence nationale de sécurité qui le dit. Et je suis désolé des 6 mois de retard qui vont impacter la santé de nourrissons. Puisque le texte a été voté aujourd'hui, ce qui a été décidé cet après-midi dans l'hémicycle. Il y a un retard il ne s'agit pas sur l'interdiction totale. Pour nous de remettre en cause le travail des agences qui travaillent bien. Il s'agit simplement d'avoir une structure légère qui, en garantissant finalement
et en validant ce travail des agences s'il y a un recours, permettent un débat apaisé dans la société à partir de l'expertise des agences. C'est plus avec des moyens très limités et à moyens constants pour l'État, parce qu'il s'agit aussi de regrouper des choses qui existent encore dans certains ministères, de finalement donner plus de poids aux avis des agences sanitaires que nous avons créées pour que les pouvoirs publics derrière prennent les décisions. Parce que finalement, ce qui est en train de se jouer cet après-midi, encore à l'instant où on parle sur le bisphénol, est quelque chose de relativement aberrant. Alors, il faut s'y arrêter. Donc effectivement, contre l'avis du gouvernement, l'interdiction a été repoussée dans le temps. Les industriels apparemment n'auraient pas eu le temps de se préparer. Moi je crois qu'aujourd'hui, c'est l'État qui, face à un risque, doit proposer la loi. Oui, mais on ne va pas faire des initiatives parlementaires sur tous les risques. Oui. Là, c'est un cas très particulier d'une proposition qui correspondait à un moment où le gouvernement n'avait pas ouvert ce dossier, donc d'où la proposition de Gérard Bach. Mais ça doit rester l'exception. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que face à un risque identifié, l'État mette les moyens, c'est sa responsabilité, mais pour cela, il faut que les expertises sur lesquelles il s'adosse soient garanties. Et on sait à quel point il y a des lobbies, il y a des conflits d'intérêts, il peut y avoir des problèmes de méthodologie, c'est au cœur de la question Serralini, mais il faut voir en face de Serralini quelles sont les autres études, est-ce qu'elles aussi respectent les méthodologies. On a besoin d'une haute autorité qui garantisse justement à la fois le sérieux des méthodologies et l'indépendance des études. Et après, l'État prend ses responsabilités. Il y a eu une action des lobbies, par exemple, pour repousser l'interdiction totale à juillet 2015 du bisphénol dans les contenants alimentaires. Moi, je pense que les industriels ont dit on ne peut pas y arriver et qu'à partir de là, un premier compromis avait été trouvé, puisque l'ANSES dit sans tarder, donc plus vite on va, mieux c'est. Maintenant, ils mentent, après, les industriels. Non, je crois que c'est sur le bisphénol que les industriels nous disent on ne peut pas changer une substance qui est partout présente en quelques semaines, ça semble assez logique. Nous, on avait trouvé, je pense, un compromis qui déjà donnait du temps au temps, ce qui veut dire qu'on impacte la santé d'un certain nombre de nourrissons. Donc il faut aller le plus vite possible. Il me semblait qu'on avait trouvé le plus vite possible. Je regrette qu'effectivement, un certain nombre d'industriels soient repassés derrière et convaincus une majorité du Sénat. À mon avis, on avait donné suffisamment de temps et on aurait pu même être plutôt critiqué sur le temps donné. D'autres vents contraires au Sénat aujourd'hui? Monsieur Dantec, oui, votre proposition, justement, pour cette haute autorité pour défendre les lanceurs d'alerte, a été repoussée par la Commission du développement durable. Oui, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que la proposition telle qu'on l'a faite, c'était de lancer un débat au Sénat avec le temps pour le débat, puisque évidemment la proposition n'avait pas vocation d'être votée la semaine prochaine. Alors contre qui êtes-vous en colère? Parce que ce sont les élus UMP et centristes qui ont fait barrage. Moi, je ne comprends pas que Chantal Jouanneau dise la semaine dernière, au moment de la conférence environnementale, je suis très déçu que la haute autorité sur l'expertise, pourtant consensuelle, ce sont ces mots, n'ait pas été évoquée. On la met sur la table 3 semaines après, l'UMP vote contre. Jean-Louis Borloo, au moment où Marie-Christine Blandin, qui est l'auteur de cette proposition de loi, l'a fait rentrer dans la loi Grenelle 1. Jean-Louis Borloo, alors ministre, dit à ce moment-là, puisque c'est en débat effectivement ici au Sénat, et dit « Je vous soutiens, vous avez trouvé la bonne proposition ». Jean-Louis Borloo, qui aujourd'hui, il me semble, si je suis l'actualité politique, le patron des centristes. Donc que le groupe UMP, que le groupe centriste ait voté contre des propositions qui sont des propositions qui doivent faire consensus dans la société pour une société plus apaisée. Je trouve ça très politicien et pas à la hauteur des enjeux. Merci Ronan Dantec d'être venu nous trouver ce soir et de terminer ainsi sur votre coup de gueule. C'est la fin de ce journal de 19h à 22h. Sonia Mabrouk pour le journal. Et je vous retrouve, moi, à 22h45, donc avec Preuve par 3 et notre invité ce soir est Jean-François Copé. Bonsoir et à demain. Jean-François Copé est l'invité de Preuve par 3. Le secrétaire général de l'UMP répondra aux questions de Michel Grossior. Preuve par 3, ce soir à 22h45 sur Public Sénat. Monsieur, je suis procureur de la République. Je vous reçois pour vous expliquer ce que je vous reproche et pour vous dire surtout que vous allez être jugé en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Trafic, vol, agression. Tous les crimes et délits commis dans un département sont signalés au parquet. Plongez au cœur du palais de justice de Créteil, en région parisienne, pour comprendre le quotidien plutôt chargé du substitut du procureur.
L'avocat de la loi, le quotidien d'un procureur, samedi à 22h sur Public Sénat. Le vrai courage, Gilles Leclerc, c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie. La politique économique du gouvernement, je lui donnerai un 0 pointé. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans l'invité politique. Reconstruire sa crédibilité, reconstruire sa popularité. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après. En partenariat avec Radio Classique, l'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat.